Bonsoir à tous. Donc, on est très heureux de vous avoir ce soir avec nous. Je ne sais pas si on m'entend. Donc vous êtes très nombreux, on est très heureux de vous avoir aussi nombreux parmi nous et également sur Zoom puisque vous êtes presque 300 en ligne. Donc la conférence est filmée, donc elle est retransmise en direct sur Zoom et elle sera disponible en replay sur la médiathèque de la Cité du Vin. Donc on est très heureux d'accueillir Madame Tempère ce soir avec nous. Donc c'est la Cité du Vin qui accueille cet événement, mais c'est l'ISVV, donc l'Institut des sciences de la vigne et du vin, mais aussi l'Université de Bordeaux et l'Université Bordeaux-Montaigne qui met en place cet événement. On remercie chaleureusement donc, Baron Philippe de Rothschild et la Fondation Bordeaux Université pour son soutien ce soir. Voilà, donc après la conférence qui durera environ 1 heure, on vous laissera un moment d'échange pour les questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en ligne. Donc sur Zoom, vous avez sur votre interface la partie Q&R en bas à droite, mais aussi sur place. N'hésitez pas à poser vos questions. On ne va pas pouvoir faire passer le micro pour éviter les contacts, mais on va répéter vos questions au micro. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci Caroline. Donc bonsoir à tous. Je vois que les derniers arrivent, donc il faut commencer parce que les personnes en Zoom vont se demander ce qu'on fait ici dans l'amphi. Donc on lance l'opération, les quelques personnes qui arrivent s'installent. Je suis en effet très heureux d'être ici en 2022 pour débuter l'année des Vendanges du Savoir. Le programme est lancé depuis le mois d'octobre pour les Vendanges du Savoir. Vous avez un petit flyer que vous avez peut-être récupéré à l'entrée et éventuellement vous pouvez le récupérer en sortie. De toute façon, toutes les annonces des Vendanges du Savoir sont sur le site de l'ISVV, également sur les réseaux sociaux et bien sûr à la Cité du Vin. Alors ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Sophie Tempère. Sophie Tempère qui est maître de conférence à l'ISVV, l'Université de Bordeaux, maître de conférence spécialiste du sensoriel. Sophie a été en thèse il y a quelques années et a travaillé sur la sensibilité des dégustateurs professionnels. Elle s'intéresse actuellement à l'émotion dans l'activité sensorielle, l'émotion que peut nous procurer un grand vin, l'émotion que nous avons en tant que dégustateurs et l'influence de l'émotion sur notre ressenti et éventuellement sur nos capacités à déguster. Mais ce soir, l'idée était de revenir sur un thème qui lui est cher, qui est la sensibilité des dégustateurs et surtout la récupération de cette sensibilité en lien avec éventuellement quelques événements que vous connaissez, mais pas que, puisque l'idée de Sophie était de parler dans un cadre général, en énologie notamment, mais sans doute d'évoquer également les problématiques actuelles. Voilà, je te laisse la parole. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté ce travail, de présenter ces résultats, de présenter ces travaux, de faire aussi un travail évidemment de synthèse des travaux mondiaux là-dessus, tout en parlant à un public avide de connaissances, mais qui n'est pas simplement notre public de tous les jours. Donc je te laisse la parole pour 1 heure de conférence. Merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup Gilles. Donc bonsoir à tous, en présentiel ou en distanciel. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous et avant tout, je voulais remercier les Vendanges du Savoir de m'avoir invité ce soir. Donc effectivement, ce soir, on va parler de nous, on va parler de nos capacités olfactives et d'entraînement. Alors bien évidemment, l'entraînement de votre nez, mais vous allez voir, en olfaction, on fait aussi appel à nos fonctions cognitives quand on sent, quand on déguste. Donc on parlera aussi de mémoire ou de langage. Alors je pense peut-être le capteur est parfait. Pour replacer un petit peu le cadre de ma conférence ce soir, je ne vais pas vous parler du visuel, des couleurs et de leurs nuances, ça vous paraît sûrement logique. Je ne vous parlerai pas non plus de la perception gustative et la perception donc des saveurs, de l'acidité, du sucré, de salé, de l'umami. Bien sûr, on pourra l'évoquer dans les questions. Et je ne vous parlerai pas non plus de la perception dite somesthésique, c'est la perception du tact en bouche, le volume, la texture, le froid, le chaud, etc. Ce soir, on va vraiment se focaliser sur les odeurs et les arômes. Alors quand on parle odeur et d'arôme, c'est toujours la stimulation du système olfactif. Mais il y a une toute petite différence, c'est la voie de perception.
On parlera d'odeur lorsque l'on stimule la voie dite orthonasale. Vous avez un verre de vin sous votre nez et grâce à votre respiration, mais même plus que votre respiration, grâce au flairage, vous allez entraîner les molécules volatiles du vin dans votre cavité nasale jusqu'à un tissu que l'on appelle l'épithélium olfactif et qui est représenté en orange sur la diapositive. Ce sera la voie dite orthonasale ou ortho-olfaction. Lorsque vous avez le vin en bouche, ces mêmes composés vont être entraînés grâce à votre respiration ou grâce au flux d'air que vous allez avaler et elles vont être entraînées à l'arrière de votre cavité buccale pour remonter dans la cavité nasale jusqu'au niveau de l'épithélium olfactif. On parlera de la rétro-olfaction et de la perception des arômes. Voilà un petit peu pour le cadre. Alors ce soir, on va parler entraînement. Et quand on parle entraînement, la première question, c'est de savoir si on est concerné par cet entraînement. A-t-on tous la possibilité d'améliorer notre acuité olfactive? Donc ce soir, on va avoir différents cas. Des personnes qui ont des troubles de l'olfaction, des troubles généraux de l'olfaction. Et là, on est dans l'actualité. On va parler aussi de l'amateur de vin qui aimerait améliorer son acuité olfactive et réussir à décrire les vins. Et bien sûr du professionnel. Est-ce que le professionnel a potentiellement encore une marge de progression ou comment maintenir en tout cas son acuité olfactive? Donc on va commencer par les troubles de l'olfaction. Il existe différents types de troubles de l'olfaction, des troubles dits quantitatifs et des troubles dits qualitatifs. Alors trouble quantitatif, c'est tout simplement l'intensité des odeurs qui est touchée. Vous avez par exemple l'anosmie, qui est une perte totale de la perception olfactive. L'intensité est nulle. Vous avez l'hyposmie, qui est une diminution partielle de la perception des odeurs. L'intensité pour l'ensemble des odeurs est moindre par rapport à l'ensemble de la population dite normosmique, c'est-à-dire qui a un sens normal de l'odorat. Et vous avez l'hyperosmie, c'est tout simplement une hypersensibilité aux odeurs. Et puis vous avez aussi les troubles qualitatifs, où là c'est vraiment la qualité des odeurs que vous percevez qui est touchée. Il y a la parosmie, par exemple. C'est une perception déformée de la qualité des odeurs. Et souvent, des odeurs que vous trouviez plaisantes, vous allez les trouver déplaisantes, avec une odeur de brûlé, une odeur d'égout ou de pourri. J'ai par exemple quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière « J'ai eu une anosmie, j'ai bien récupéré, ça fait 6 mois, mais maintenant j'ai une parosmie. J'adore l'odeur et l'arôme de la fraise, mais maintenant, pour moi, ça sent le vomi. » Il y a aussi les cacosmies, c'est la perception d'une mauvaise odeur de manière constante et en l'absence de stimulation olfactive, donc vous avez toujours une mauvaise odeur dans le nez. Et il y a aussi la phantosmie, ce sont des hallucinations olfactives. Donc ces troubles quantitatifs et qualitatifs peuvent arriver de manière concomitante, c'est-à-dire qu'on peut avoir une hyposmie, mais présenter aussi des parosmies pour certaines odeurs. Alors, hors crise sanitaire, plusieurs études, plusieurs enquêtes ont démontré qu'il y avait à peu près 20% de la population touchée par des troubles généraux de l'olfaction, notamment des anosmies et des hyposmies. Donc vous voyez que bien évidemment la crise sanitaire a mis en lumière ces troubles olfactifs, mais hors crise sanitaire, on peut tous être atteints ou sujets à ces troubles olfactifs généraux. Alors il y a différentes causes. Il y a par exemple des anosmies qui sont d'ordre congénital, c'est-à-dire qu'elles sont présentes à la naissance. Des anosmies, hyposmies ou troubles qualitatifs qui sont liés à des congestions nasales ou à des infections virales, type grippe ou Covid-19. La présence de polypes dans votre cavité nasale peut aussi entraîner des troubles de l'olfaction. Certaines maladies peuvent être associées aussi à des troubles généraux de l'olfaction, comme Alzheimer ou Parkinson. Et puis, si vous subissez un traumatisme crânien et qu'il y a une section de votre nerf olfactif, votre perception, bien sûr, peut être endommagée. Et là, on peut avoir, encore une fois, des troubles quantitatifs et qualitatifs. La prise de certains médicaments, le suivi de certains traitements impactent aussi la perception olfactive. Des produits toxiques, si vous êtes exposé par exemple aux métaux lourds, on sait que ça peut engendrer des parosmies. Et le tabagisme. Alors tout simplement, ça augmente les risques de présenter des troubles généraux de l'olfaction. Des troubles généraux de l'olfaction sont aussi associés à des désordres psychologiques et à l'âge. Alors, on sait que sur une population plus âgée, la proportion de personnes présentant des troubles généraux de l'olfaction est plus importante. Et puis pour terminer, il y a quand même des troubles qu'on appelle idiopathiques, c'est tout simplement qu'on ne connaît pas la cause. On n'arrive pas toujours à remonter à la cause du trouble chez les patients.
Alors l'impact, vous l'imaginez bien, il y a un impact d'un point de vue personnel. Tout simplement, c'est la privation d'un système d'alerte. Vous n'êtes plus capable de savoir si vous avez laissé une casserole sur le feu et que votre aliment est en train de brûler. Vous ne pouvez plus savoir s'il y a une fuite de gaz, ou alors il faut vous fier au système d'alerte, mais de temps en temps, notre nez est plus puissant. Et puis, vous ne pouvez plus savoir si vous êtes en train de déguster un mets qui a varié, donc avoir une odeur de moisi ou une odeur de rance. Il y a aussi un handicap social. On ne sait pas comment les autres nous ressentent. Est-ce qu'on sent bon? Est-ce qu'on sent mauvais? Est-ce qu'on a une odeur attirante ou non, par exemple? On se pose énormément de questions. Donc il y a une modification de la qualité de vie et du bien-être au quotidien. Et puis un impact aussi sur le comportement alimentaire. Des personnes qui ont des troubles olfactifs persistants, bien sûr, perdent le plaisir des repas, mais en plus, ils vont avoir tendance à compenser, c'est-à-dire à rajouter un peu plus de sel, un peu plus de matière grasse pour retrouver du plaisir lors de leur repas. Tout ça va augmenter bien évidemment les risques de déprime. Donc vous voyez l'impact vraiment sur la sphère personnelle. Et puis il y a un impact fort pour des professionnels de l'olfaction où là on touche à la sphère professionnelle. Donc les œnologues, les sommeliers, les parfumeurs, les cuisiniers, les aromaticiens, tous peuvent être impactés et bien sûr cela aura des répercussions sur leur profession. Alors, grand nombre de professionnels ont témoigné pendant cette crise sanitaire. Pour moi, c'est un aspect positif. Peut-être que ça permettra une meilleure prise en charge de ces troubles, une meilleure reconnaissance de ce handicap pour les professionnels, mais surtout d'une problématique que l'on peut tous rencontrer et qui va impacter notre bien-être quotidien. Dans le cas de la crise sanitaire que nous vivons et donc de ce fameux virus en lien avec la Covid-19, on le sait, il y a un pourcentage de personnes infectées par le virus qui vont décrire des pertes de performance olfactive. Alors ce soir, je n'ai pas mis de pourcentage fixe parce que tout simplement, on retrouve un peu de tout dans la littérature. Tout dépend de la cohorte de départ, du pays dans lequel a été réalisée l'enquête, mais au minimum 30% des sujets qui ont été infectés par le virus lié à la Covid-19 vont présenter des troubles de l'olfaction. Et certaines études rapportent jusqu'à 80% des personnes touchées. Les troubles qui sont répertoriés et qui sont en lien avec la Covid-19, ce sont des anosmies, des hyposmies pour les troubles quantitatifs et pour les troubles qualitatifs, des parosmies ou des phantosmies. Il y a aussi quelques cascosmies qui sont répertoriés. Alors ces troubles olfactifs, bien évidemment, ils peuvent être associés aussi à des troubles gustatifs. Ce n'est pas toujours le cas. Alors ça veut dire que la perception, par exemple, de l'acidité, du salé, de l'umami peuvent être touchées. Mais de temps en temps, c'est simplement la perception olfactive qui va être touchée. Mais on a aussi quelques cas de personnes qui présentent des troubles de la perception somesthésique, donc qui ne sont plus capables de dire « tiens, c'est piquant, c'est chaud, c'est froid, c'est frais », etc. Alors le mode d'action du virus sur notre système olfactif est assez complexe. Il va avoir un impact direct et indirect. Le premier effet qui a été mis en évidence par les chercheurs, c'est l'infection directe du virus sur les tissus qui environnent nos neurones olfactifs. Les neurones olfactifs, ils se situent au niveau de l'épithélium que je vous ai montré tout à l'heure. Et ces tissus qui environnent les neurones olfactifs, quand ils sont infectés par le virus, il va y avoir une inflammation. Et du coup, au niveau de l'épithélium olfactif, les molécules odorantes ne vont plus pouvoir aller stimuler, elles ne peuvent plus passer, elles ne vont plus pouvoir stimuler votre épithélium olfactif. Donc les neurones olfactifs, au bout d'un moment, ils dégénèrent. Et puis, des chercheurs de l'Institut Pasteur ont montré il y a peu que nos neurones olfactifs pouvaient être directement touchés. Ils ont retrouvé le virus dans les neurones olfactifs. On ne connaît pas vraiment les mécanismes d'infection du virus des neurones olfactifs, mais on sait maintenant qu'on peut les retrouver dans les neurones olfactifs. Et ces chercheurs ont aussi démontré que le virus pouvait engendrer des inflammations de tissus qui sont dans notre cortex et qui sont liées à la perception olfactive, et aussi de petites entités qui participent à la perception olfactive et qu'on appelle les bulbes olfactifs. Donc vous voyez que ce virus, il a différents modes d'action sur notre système olfactif, et ce qui peut expliquer en partie les différences peut-être de persistance de ces troubles olfactifs dans la population.
Plusieurs études sont sorties à ce sujet. La dernière a été réalisée par des chercheurs de Lyon qui sont spécialistes de l'olfaction. Et dans ces études, on retrouve que la plage normale de temps de récupération est de 8 à 1 mois à peu près. Après 1 mois, on a un tiers des patients qui présentent toujours des troubles persistants, avec une petite proportion qui présente une récupération dite partielle. À 6 mois, on retrouve quand même 5 à 11% en fonction des études des patients qui souffrent toujours de ces troubles olfactifs. Et après 1 an, il y a tout de même toujours des cas de personnes qui n'ont pas retrouvé leur olfaction. Alors, une lueur d'espoir, mais ça je pense que vous en avez entendu parler, l'entraînement olfactif va avoir un impact sur la récupération de ces patients. Il est vrai que dans le cas de troubles olfactifs post-infectieux comme pour la Covid-19, l'entraînement olfactif est efficace. Mais vous me direz, il y a une récupération naturelle. Alors pourquoi faire un entraînement ? Vous allez voir qu'avec un entraînement, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté. Cela va optimiser la récupération en temps et en qualité. Alors, je cite une étude qui est vraiment post-Covid et qui montre bien que c'est des questionnements que l'on avait avant même la crise sanitaire. Là, c'est une étude de 2013 de chercheurs grecs qui ont entraîné différents patients présentant des troubles olfactifs. Certains présentaient des troubles olfactifs post-infectieux, donc par exemple liés à la grippe, ou des troubles olfactifs post-traumatisme crânien. Et pour chaque cohorte, il y avait des sujets entraînés et des sujets qui n'étaient pas entraînés. Et comme vous pouvez le voir, il y a une proportion plus significative de personnes qui ont récupéré leur perception olfactive dans les groupes entraînés que dans les groupes non entraînés. La récupération est optimisée dans les groupes entraînés. Donc on verra tout à l'heure, bien sûr, comment s'entraîner. Et l'efficacité de ces entraînements a été démontrée sur différentes cohortes, dans différents cas ou causes de troubles olfactifs, par exemple chez des patients atteints de la maladie de Parkinson, bien sûr, comme je vous l'ai montré, dans le cas d'infection, dans des troubles olfactifs liés à l'âge ou des troubles olfactifs liés à des traumatismes crâniens. Donc il y a une lueur d'espoir pour les personnes qui présentent des troubles de l'olfaction, pour différentes causes, de récupérer en mettant en place un entraînement. Attention, celui-ci n'est pas une garantie en temps et en tout. Alors maintenant, on va parler un peu plus du vin et donc des dégustateurs et s'intéresser à l'amateur et aux professionnels. On va commencer par l'amateur et en tant qu'amateur, on a tous été confrontés à différents questionnements quand on s'est retrouvé face à un verre de vin et à côté d'un expert. La première question, c'est: suis-je sensible ? Est-ce que j'ai le même nez que l'expert ? Comment arrive-t-il à retrouver autant d'odeurs et d'arômes dans ce vin ? Et surtout, tiens, moi je reconnais, mais mince, je n'arrive pas à mettre un mot dessus. Donc vous allez voir en fait que ce sont des questions classiques et qu'il est difficile pour nous tous d'évaluer nos capacités olfactives, nos performances. Là, vous avez une étude d'une équipe spécialiste de l'olfaction en milieu clinique, et notamment menée par le docteur Thomas Hummel, où ils ont montré qu'il n'existait pas de corrélation entre l'évaluation subjective de nos performances et une évaluation objective de nos performances. Subjective, ils demandent aux personnes de noter sur une échelle de 0 à 10 s'il leur semble facile d'identifier des odeurs, reconnaître des odeurs, s'ils sont sensibles ou non. Et pour la mesure objective, on fonctionne avec des tests olfactifs, des tests olfactométriques qui permettent de savoir si on est sensible, si on a un beau taux de reconnaissance ou d'identification. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune corrélation. Donc pour nous tous, il est difficile d'évaluer nos performances olfactives. Donc peut-être pour l'amateur, c'est tout simplement une méconnaissance de son système olfactif et de la puissance de notre nez. J'espère vous démontrer que vous avez un outil incroyable au milieu de votre visage. Alors, on va reprendre les différentes questions de l'amateur. La première, c'est: suis-je sensible ? Vous avez une illustration d'une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Berkeley en Californie. Et l'étude est assez rigolote, mais elle est très démonstrative. Ils ont démontré que, comme un animal, un chien ou une souris, nous serions capables de suivre une odeur à la trace. Donc vous avez sur la photo un de leurs participants, vous voyez que la personne est gantée, elle a un bandeau sur les yeux, elle a un casque sur les oreilles pour n'avoir à disposition que son système olfactif.
Les chercheurs ont déposé sur un terrain de sport une trace odorante de chocolat. Et ils ont demandé à 32 sujets de tenter de suivre cette trace odorante. Et sur les 31 personnes qui ont participé à l'étude, 22, donc c'est plus de 70%, ont réussi à suivre la trace odorante sur une dizaine de mètres. Et puis ces chercheurs ont en plus démontré que l'entraînement augmentait cette performance. Donc vous voyez, on se compare souvent au chien, au rat, à la souris, mais on a une acuité qui est assez forte, on est capable de suivre une odeur à la trace. Autre exemple, alors là on va revenir sur le fonctionnement de notre système olfactif et on va zoomer au niveau de l'épithélium olfactif. Alors les étapes, je vais juste les rappeler très rapidement. La première étape, c'est l'épithélium olfactif. Ensuite, il y a un traitement par le bulbe olfactif, qui est la petite entité que vous voyez en jaune. Et puis, l'information, elle est traitée par notre cortex. Mais là, on va faire un zoom sur l'épithélium olfactif. Au niveau de cet épithélium, on va retrouver les neurones olfactifs, dont on a déjà un peu parlé. Sur ces neurones olfactifs, on retrouve des récepteurs. Il faut voir ces récepteurs comme des serrures et les molécules odorantes des clés. C'est la porte d'entrée vers la perception olfactive. Et la caractérisation du fonctionnement de ces récepteurs est assez récente et ils fonctionnent selon un codage qu'on dit combinatoire. Alors, codage combinatoire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est tout simplement que certains récepteurs, vous en avez illustré 14 en couleur sur l'image qui est projetée, et vous voyez que certains vont interagir avec une molécule, alors que d'autres interagissent avec beaucoup de molécules. Ça veut dire qu'on a des récepteurs spécifiques et d'autres un peu moins. Et puis inversement, en ligne, vous avez des molécules. Certaines vont être spécifiques, vont interagir avec un récepteur, et d'autres vont interagir avec un grand nombre de récepteurs. Sachant que l'on a tous en moyenne 400 types de récepteurs différents, vous imaginez le nombre de combinaisons possibles avec les molécules odorantes de notre environnement. Des chercheurs ont calculé toutes ces possibilités et notre nez serait capable de différencier 1000 milliards d'odeurs. Dans les laboratoires, aucun outil est capable de discriminer 1000 milliards d'odeurs. Bien évidemment, ensuite, votre cerveau n'est pas capable de trier toutes ces informations. Mais vous voyez quand même qu'on a un outil extrêmement puissant à notre disposition. Alors maintenant, on va passer à une autre question. Comment l'expert arrive-t-il à décrire autant de notes aromatiques ? Le vin, c'est un mélange d'odeurs. Il y a des centaines de molécules odorantes et vous avez des experts qui arrivent à décrire au mieux le vin avec un grand nombre de descripteurs pour être le plus précis possible. Alors, pour essayer de travailler sur cette capacité à retrouver des notes aromatiques en mélange, des chercheurs sont partis d'odeurs simples, que vous avez ici, l'amande, le vinaigre, la menthe, réglisse, etc. Et ils ont reconstitué des mélanges de 2 odeurs, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Et ils ont démontré, plusieurs recherches, que le novice ou l'expert a des limites à trouver les composantes du mélange. Il y a une limite physiologique. Au bout de 5, que l'on soit expert ou novice, on a des difficultés à retrouver les composantes en mélange. Ces limites physiologiques sont dues tout simplement à des phénomènes perceptifs, des odeurs qui vont en masquer d'autres, et des phénomènes cognitifs. Votre cerveau, ce qui l'intéresse, c'est de retrouver l'information intéressante dans tout ce mélange d'odeurs. Donc, experts et novices ont des limites physiologiques. Nous sommes tous limités à 5 composantes dans le mélange. Mais l'expert, lui, c'est son répertoire olfactif qui est beaucoup plus riche. Donc, à une note aromatique, il est capable d'associer plusieurs descripteurs. On reviendra dessus tout à l'heure. Autre phénomène connu ou rencontré par le novice, par l'amateur de vin, tiens, je reconnais cette odeur, mais j'ai du mal à mettre un mot dessus. Alors rassurez-vous, avant de mettre en œuvre un entraînement, nous avons tous des capacités d'identification des odeurs assez faibles, 50%. Si ce soir je vous présente un jeu d'odeurs de votre quotidien, en moyenne vous aurez 50% de bonnes réponses. Et puis les phénomènes cognitifs, tiens, j'ai l'impression de savoir. Ou même, je reconnais, j'ai le mot sur le bout de la langue, et en olfaction on dit j'ai le mot sur le bout du nez, l'odeur sur le bout du nez. Ce sont des phénomènes cognitifs connus que nous rencontrons tous et qui sont positifs. Cela veut dire que vous pouvez peut-être identifier. Il suffit que je vous donne un indice et hop, vous aurez le déclic. Donc c'est bon signe en fait de rencontrer ces phénomènes cognitifs. Autre exemple,
Bien évidemment, il est difficile pour nous tous de mettre des mots sur nos perceptions, mais faites-vous confiance. En passant par exemple par les émotions, différents chercheurs ont démontré qu'on était capable de discriminer des vins ayant des profils organoleptiques différents. Alors là, vous avez une étude sur votre gauche de chercheurs portugais qui ont démontré que des consommateurs, quand on leur fait déguster une série de vins et qu'on leur demande de les décrire à partir de descripteurs qui sont propres aux professionnels, ils n'arrivent pas à les différencier. Par contre, quand on leur demande de passer par leur ressenti émotionnel, de mettre des mots par rapport à leurs émotions, là, ils arrivent à différencier les vins. Ils font les mêmes groupes que les professionnels et les groupes sont relatifs à l'origine des vins, à leur terroir. Vous voyez, de manière intuitive, ils arrivent à différencier les vins. À l'ISVV, comme Gilles vous l'a dit, on travaille aussi sur les émotions. Et c'est le travail de ma doctorante, Inès Solali, qui démontre aussi qu'en mesurant les réponses physiologiques qui sont liées à nos émotions, donc là c'est la réponse presque inconsciente, votre rythme cardiaque, la conductance de votre peau, on réussit à discriminer la qualité des vins. Donc faites-vous confiance, de manière intuitive, vous êtes capable de différencier les vins. Et bien évidemment, il y a toujours un lien avec l'olfaction, parce que émotion et olfaction sont fortement liées. Donc faites confiance à votre perception olfactive et à votre ressenti. Alors la dernière question, c'est ai-je le même nez qu'un expert ? Donc, dans cette salle, avons-nous tous le même nez ou est-il différent si vous êtes amateur ou expert ? Donc revenons à nos récepteurs olfactifs. Comme je vous l'ai dit, dans cette salle, on a 400 types de récepteurs différents. Mais ce bagage de récepteurs va être influencé par notre patrimoine génétique et par notre environnement olfactif quotidien. Donc vous imaginez bien que dans cette salle, personne n'a le même bagage de récepteurs. Nous avons tous un bagage de récepteurs différent. Et ce bagage de récepteurs va directement influencer notre perception de la sensibilité des odeurs et notre perception de la qualité des odeurs. Et par exemple, d'un point de vue sensibilité, cela va engendrer de grandes différences. Et pour certains, vous allez présenter des anosmies spécifiques et hyposmies spécifiques parce que tout simplement, vous n'avez pas le ou les récepteurs qui vont vous permettre de percevoir une odeur. Alors, qu'est-ce qu'une anosmie spécifique, hyposmie spécifique ? C'est tout simplement que vous avez un sens normal de l'odorat, vous percevez bien les odeurs, mais pour une odeur en particulier, un composé odorant en particulier, vous avez un manque de sensibilité. Anosmique spécifique, je ne suis pas sensible à ce composé. Hyposmique spécifique, je suis peu sensible. Et dans cette salle, nous avons tous des anosmies spécifiques et hyposmies spécifiques en lien avec notre bagage de récepteurs olfactifs. Donc dans cette salle, il n'y a pas de dégustateur parfait et des personnes qui présentent une sensibilité à tous les odorants de notre quotidien. Alors surtout ne pas confondre ces déficits spécifiques que nous présentons tous avec les anosmies, hyposmies dont on a parlé tout à l'heure pour les troubles généraux de l'olfaction. Vous voyez que le terme spécifique là, a une réelle importance. Anosmie spécifique, hyposmie spécifique, on en a tous, bien qu'on soit normosmique. Alors la question, c'est maintenant, est-ce que les experts peuvent aussi présenter ces déficits spécifiques ? Bien évidemment oui, puisque c'est en lien avec notre patrimoine génétique et avec notre environnement olfactif. Il y a quelques années, on a testé justement la sensibilité d'une grande population de professionnels du vin, jusqu'à 150 personnes, sur des composés qui sont marqueurs de la qualité ou des défauts des vins. Et on a pu justement s'apercevoir qu'il y avait une grande variabilité de la sensibilité. Ici, vous avez l'exemple pour un composé qui a un défaut moisitéreux. On avait un facteur supérieur à 1000 en concentration entre la personne la plus sensible et la personne la moins sensible. Bien évidemment, ça va impacter le jugement de la qualité du vin. Et puis surtout, chez ces professionnels, on retrouvait aussi des personnes anosmiques spécifiques ou hyposmiques spécifiques. Pour ce composé, on retrouve 5% de nos professionnels qui ne perçoivent pas l'odeur qui est associée, c'est-à-dire la note moisitéreuse. Donc ça ne fait pas d'eux de mauvais dégustateurs, puisque nous allons tous en présenter des anosmies spécifiques ou des hyposmies spécifiques. Alors vous voyez que d'un point de vue physiologique, il n'y a pas de dégustateur parfait, mais heureusement, il y a des bons dégustateurs. Autrement, la formation, l'entraînement n'auraient pas d'intérêt. Mais bien au contraire, l'entraînement, la formation ont un réel impact. Il y a des très bons dégustateurs et d'un point de vue olfactif, l'entraînement va vraiment, tout à l'heure, j'espère vous le démontrer, avoir un impact fort puisque notre système olfactif, il est extrêmement plastique. Que veut dire plastique ?
c'est tout simplement qu'il y a déjà une forte régénération de nos neurones olfactifs. Et puis, d'un point de vue cognitif et neuroanatomique, ou même de l'activité cérébrale, l'entraînement va avoir un impact fort. On y reviendra en fonction des protocoles d'entraînement. Mais rien que le fait de sentir va vraiment avoir un impact sur l'activité de votre système olfactif. Alors, pour vous montrer qu'il y a des bons dégustateurs, il y a quand même quelques études qui ont comparé les performances de novices et de professionnels du vin et qui montrent bien que les professionnels du vin ont par exemple de meilleures capacités à reconnaître les odeurs, voire même à les identifier. Des capacités de différenciation des vins, par exemple des vins qui ont des profils organoleptiques proches, les professionnels arrivent à mieux les différencier que l'amateur. Et puis le professionnel est le seul à pouvoir juger de la typicité d'un vin, de par son expertise, de par l'entraînement. Puis le professionnel, il a aussi acquis un vocabulaire qui parle peut-être à tous, ou en tout cas aux autres professionnels, à ses pairs. Et ce vocabulaire commun, il est précis, il est plus précis que celui qu'utilise l'amateur. On retrouve aussi des preuves de l'expertise d'un point de vue neuroanatomique. Là, vous avez deux études. Une étude qui est faite chez les parfumeurs et une autre chez les sommeliers. Tout simplement, les chercheurs qui ont réalisé ces études ont montré que plus le parfumeur ou plus le sommelier est expérimenté, plus les aires cérébrales olfactives vont prendre de la place. Il y a une augmentation du volume de la matière grise dans ces zones dédiées à l'olfaction. Donc là, ça vous prouve vraiment l'effet de l'expertise et de l'entraînement. Donc l'étape suivante, c'est tout simplement comment s'entraîner. Et vous allez voir qu'en olfaction, les gestes les plus simples sont souvent les plus efficaces. Donc le geste le plus simple, c'est tout simplement de sentir. C'est ce que je vais appeler l'exposition répétée, les expositions répétées à des odorants. Donc l'exposition répétée a démontré son efficacité aussi bien dans le cadre de troubles généraux de l'olfaction, et d'ailleurs les protocoles que vous retrouvez sur Internet reposent sur ces effets des expositions répétées. Et puis l'exposition répétée va aussi avoir un impact si vous avez une anosmie spécifique ou une hyposmie spécifique, c'est-à-dire un déficit spécifique de sensibilité. Ces expositions répétées ont montré aussi une efficacité sur vos capacités à différencier des odeurs, à les discriminer. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de ces études. On va commencer par les troubles généraux de l'olfaction. Et la première étude qui a travaillé sur un protocole d'entraînement, c'est celle du docteur Hummel en 2009. Et c'est l'étude qui est reprise un peu partout. Tous les protocoles que vous voyez sont basés sur le travail du docteur Hummel. Dans son étude, il a proposé à des personnes présentant des troubles de l'olfaction, des troubles généraux de l'olfaction, de sentir un jeu de 4 odorants. Donc là, on était sur des molécules simples. Il y avait une molécule qui sentait l'eucalyptus, une autre le clou de girofle, une autre le citron et la dernière la rose. Et ces patients devaient sentir 2 fois par jour ce set de 4 odorants et réaliser cet entraînement pendant 12 mois. Et ils ont observé, oui c'est assez long, mais ils ont observé une réelle efficacité de ce protocole. Ce sont les résultats que je vous ai présentés tout à l'heure, où on optimise ses chances de récupération en mettant en place cet entraînement. Le protocole a un petit peu évolué. On trouve toujours l'utilisation de ces molécules pour l'entraînement, mais petit à petit, on utilise des huiles essentielles. Alors attention, les huiles essentielles sont à manipuler avec précaution, mais l'intérêt, c'est tout simplement que le patient peut les avoir à disposition facilement. Et on peut jouer aussi sur les concentrations pour rendre l'exercice plus ou moins facile. Alors, ce qui est important de noter, c'est que ce protocole, il a été démontré qu'il est efficace s'il est utilisé le plus tôt possible après l'apparition des troubles. Comme vous le voyez, le protocole est efficace dans l'année qui suit l'apparition du trouble. Donc il faut vite mettre en place l'entraînement quand vous observez des troubles de l'olfaction. Tout simplement, vous allez optimiser le potentiel de récupération. Quand on s'intéresse maintenant aux déficits spécifiques, anosmie spécifique, on va revenir à nos professionnels du vin. Nous avions testé la sensibilité, comme je vous l'ai dit, de nos professionnels du vin. Et puis une fois qu'on leur a dit vous êtes peu sensible, anosmique spécifique ou hyposmie spécifique, il faut leur proposer quelque chose derrière et un protocole d'entraînement le plus simple possible. Donc tout simplement, on leur a proposé de sentir pendant 1 mois un petit flacon contenant le composé pour lequel ils sont peu sensibles ou pas sensibles. Ici, vous avez l'exemple d'un composé qui sent le beurre. Et puis après 1 mois d'entraînement,
donc qui sentaient tous les jours pendant un moment de calme, souvent au réveil ou le soir. Et puis après ce mois d'entraînement, on a retesté leur sensibilité sur le composé entraîné, mais aussi sur des composés témoins pour voir si l'entraînement était plus ou moins généralisé. Et on a pu observer une augmentation de la sensibilité chez les personnes entraînées, avec un facteur qui est significatif. Ils reviennent dans la moyenne des sensibilités. Et comme vous pouvez le voir, on a à peu près 88% des personnes qui retrouvent une sensibilité normale. Les 12% restants, c'est tout simplement que ces personnes ont une anosmie spécifique ou une hyposmie spécifique qui est d'ordre génétique. Donc là, l'entraînement ne va pas pouvoir induire une augmentation de la sensibilité. Pour cet entraînement, il est spécifique dans le sens où l'augmentation de la sensibilité ne va être liée qu'au composé entraîné. Le composé témoin non entraîné, il n'y a pas d'augmentation de la sensibilité. Et puis d'autres études, comme je vous l'ai dit, ont montré que ce protocole était efficace aussi pour différencier des odeurs. Donc par exemple, si vous avez des difficultés à différencier l'odeur de la mandarine de celle de l'orange, il suffira de vous exposer à l'odeur de l'orange et vous allez petit à petit améliorer vos capacités de discrimination. C'est exactement la même chose pour des vins ou d'autres boissons. Il a été démontré que le fait de consommer des vins, de déguster des vins, améliore de manière intuitive notre capacité à différencier les vins. Donc ce geste simple a déjà un réel impact. Alors ce geste simple, comme je l'ai dit, il a un impact fort. On sait qu'il va modifier l'activité de notre cerveau, il va modifier l'activité aussi au niveau de nos neurones olfactifs et l'activité au niveau de notre bulbe olfactif. On observe aussi des modifications neuroanatomiques. Le fait de sentir tous les jours va augmenter le volume de la matière grise dans des zones qui sont dédiées à l'olfaction. Donc un geste simple, un impact fort. Et puis pour terminer sur l'effet des expositions répétées, j'ai rajouté un point qui me semble important, c'est le flairage. Quand on a des troubles généraux de l'olfaction, qu'ils persistent, on perd l'habitude peut-être de flairer dans son quotidien. Or, ce geste moteur, cet acte moteur, il est extrêmement important dans la perception olfactive. On sait que le fait de flairer sans avoir de source odorante sous le nez va induire une activité au niveau de notre cortex olfactif. Donc rien que de flairer induit une activité au niveau de votre cerveau. Alors, autre possibilité pour vous entraîner, c'est l'imagerie mentale olfactive. Un entraînement un peu particulier qui va demander un certain apprentissage de la tâche, mais qui peut avoir une grande efficacité. Qu'est-ce que l'imagerie mentale olfactive? C'est tout simplement votre capacité à créer des illusions olfactives sur commande. Par exemple, ce soir, si je vous dis fermez les yeux, imaginez que vous êtes dans votre cuisine, que vous avez un citron, vous allez le couper en deux, amener une des moitiés sous votre nez et flairer. Peut-être que vous allez pouvoir percevoir le citron comme s'il était présent. Vous faites de l'imagerie mentale olfactive. Ce n'est pas évident, il faut s'entraîner à faire de l'imagerie mentale olfactive, mais quand on y arrive, vous allez voir que cela peut avoir un fort impact sur nos performances, notre acuité olfactive. Alors, nous sommes partis du principe que dans différents domaines, l'imagerie mentale avait démontré son efficacité en tant qu'entraînement. Par exemple, des sportifs vont utiliser l'imagerie mentale motrice pour augmenter leur performance, par exemple, sur le terrain. Les musiciens font aussi de l'imagerie mentale motrice et auditive pour augmenter leur performance en concert, par exemple. Et des chercheurs de l'Université de Lyon, dans le cas de l'olfaction, avaient démontré que lorsque l'on sent une odeur ou lorsqu'on imagine cette même odeur, on va activer dans notre cerveau des zones similaires de notre cortex olfactif. Donc partant de ces différentes études, on s'est dit peut-être qu'on pourrait utiliser l'imagerie mentale olfactive pour entraîner nos professionnels du vin. Donc on a proposé à nos professionnels du vin qui étaient peu sensibles à certaines odeurs, donc qui étaient anosmiques spécifiques ou hyposmiques spécifiques, d'imaginer pendant une quinzaine de jours l'odeur pour laquelle ils sont peu sensibles. Vous avez ici les résultats de personnes qui ont imaginé pendant 15 jours l'odeur du champignon de Paris. Après 15 jours d'entraînement, ils ont récupéré leur sensibilité de manière extrêmement significative. Ils redeviennent moyennement sensible, dans la moyenne des sensibilités pour cette odeur de champignon de Paris. Et l'entraînement a une efficacité qui correspond à un entraînement classique par petits flacons.
on a exactement le même gain de sensibilité. Donc, vous voyez, ça demande un petit peu d'exercice, d'effort de faire de l'imagerie mentale, mais cela peut avoir un réel impact sur votre sensibilité. De la même façon, cela peut avoir un impact sur vos capacités d'identification. Donc, améliorer la mise en mots de vos perceptions. Troisième protocole d'entraînement, c'est un entraînement par association. Alors tout simplement, dans cet entraînement par association, on va décupler les effets de l'entraînement par exposition répétée. En sentant une odeur, on va associer une information intéressante, importante, qui améliore la récupération. Vous pouvez par exemple associer à une odeur un souvenir. On sait qu'un souvenir va permettre de récupérer plus fortement en mémoire une odeur. Vous avez ici les travaux d'un chercheur extrêmement connu en olfaction qui a démontré que des odeurs qui sont des odeurs liées aux souvenirs, c'est ce qu'on appelle les odeurs épisodiques, qui sont liées à des événements, à un contexte que l'on a vécu, vont être très fortement reconnues, mais surtout ce sont des odeurs qui vont perdurer dans le temps, que vous allez pouvoir récupérer en mémoire après un grand nombre de mois, d'années, par rapport à la première présentation. Si vous associez un souvenir, vos performances seront beaucoup plus importantes que si vous donnez un descripteur très général. Autre possibilité d'association, des indices visuels. Alors, vous avez tous vu des coffrets d'arômes où ils présentaient des fiches avec la description des arômes, et souvent on a des photos. Ces photos peuvent être effectivement intéressantes dans le cas d'entraînement. Il y a des chercheurs de Lyon qui ont montré que quand on associait un contexte visuel à une exposition répétée, on augmentait les chances de récupération chez les personnes qui présentent des troubles de l'olfaction, des troubles généraux de l'olfaction. Mais le choix de ces images ne doit pas être fait au hasard, parce qu'on sait que le visuel va influencer notre perception olfactive. La couleur aussi des images influence notre perception olfactive. Donc choisissez des images qui sont évocatrices pour vous. Par exemple, des fruits, souvent, ce qui est le plus évocateur, ce sont des fruits coupés. Tout de suite, on a l'impression qu'il y a une odeur qui émane de ces fruits coupés. Donc choisir des images qui sont validées et évocatrices pour réaliser votre entraînement olfactif. Bien évidemment, une autre association possible, c'est le mot. Mettre un mot sur l'odeur que vous sentez. Et la relation entre mots et odeur est extrêmement forte. Par exemple, si vous lisez les mots qui sont affichés sur le diaporama, cannelle, jasmin, ail, il se peut que rien qu'en lisant ces mots, vous ayez votre cortex olfactif qui s'active. Et puis, on sait que si on met un mot précis sur une odeur, on va avoir plus de facilité à récupérer en mémoire cette odeur, c'est-à-dire à la reconnaître dans le futur. Alors, le mot, il doit être extrêmement précis. Par exemple, ce soir, si on sent une odeur et vous me dites c'est végétal, c'est un terme qui est très générique, qui correspond à une classe d'odeur. Vous aurez des difficultés à reconnaître cette odeur dans le futur. Par contre, si vous me dites, tiens, ça sent le poivron vert, là, c'est un descripteur précis. Et voire même, tiens, ça me rappelle le poivron vert chez ma grand-mère. Là, on est sur un souvenir d'enfance dans la cuisine, quand elle préparait la ratatouille, par exemple. Là, vous allez plus facilement reconnaître cette odeur dans le futur. Alors, bien évidemment, la grande difficulté, notamment en dégustation, mais aussi en olfaction, c'est de mettre des mots sur ces perceptions. Comme je vous l'ai dit, tiens, on reconnaît, mais on a du mal à mettre le mot exact sur ce que l'on sent. Donc il faut savoir que c'est un phénomène classique, et comme je vous l'ai dit, ici, l'entraînement va vraiment avoir un effet. On sait que l'apprentissage de la dégustation et les formations que vous pouvez suivre en dégustation vont améliorer peut-être votre sensibilité, vos capacités d'identification, vont vous permettre d'avoir un langage commun, mais surtout, vous allez apprendre vraiment à mettre des mots sur vos perceptions, à décrire vos perceptions. Et c'est un entraînement qui est généralisé. Donc si vous vous entraînez sur des odeurs, vos performances seront aussi améliorées pour des vins. Si vous décrivez un vin, vous allez avoir plus de facilité à décrire d'autres vins. Donc cet apprentissage verbal, qui demande un effort, prendre un petit cahier et prendre des notes, est vraiment efficace sur le long terme. Vous allez réussir à décrire vos perceptions. Alors bien évidemment, comme un professionnel, il va falloir aussi enrichir votre répertoire olfactif.
tout simplement sentir un maximum de choses dans votre quotidien, ce qui vous permettra, pour une même odeur, d'associer différents descripteurs. Et c'est le travail du professionnel. Par exemple, si on déguste un vin jaune du Jura ce soir, certains vont dire « ça sent la noix ». Le professionnel va rajouter « oui, mais peut-être que ça sent un peu le curry aussi, ou le fenugrec ». Parce qu'il a appris que la noix, le curry et le fenugrec ont des odeurs proches, ont des profils aromatiques proches. Donc on enrichit son répertoire d'odeurs, ce qui enrichit la description en dégustation. Alors la dégustation, comme l'olfaction, comme vous le voyez, ce sont des moments surtout de partage. Pour enrichir son vocabulaire, il faut partager avec les autres sniffeurs ou dégustateurs. Et puis surtout, il faut avoir un guide. Là, j'ai mis des extraits du Goût du vin d'Émile Pénaud ou du premier traité d'œnologie de Jean Ribéraud-Gaillon, où on montre bien que la dégustation est un moment de partage, mais surtout elle doit être guidée, c'est la même chose en olfaction, pour mettre les mots justes sur nos perceptions, pour tout simplement mieux mémoriser. Et puis pour terminer sur l'entraînement, on oublie souvent la rétro-olfaction. Je vous rappelle, la rétro-olfaction, c'est quand vous avez le vin en bouche, et que les molécules odorantes remontent à l'arrière de votre cavité buccale, jusque dans la cavité nasale pour stimuler votre épithélium olfactif. Tous les protocoles que l'on trouve actuellement sur Internet ou qui sont préconisés travaillent l'ortho-olfaction. Pourtant, la rétro-olfaction est importante, notamment au cours de nos repas, et il est important peut-être de mettre en œuvre un entraînement spécifique. Alors, tout simplement parce que le traitement de l'information olfactive n'est pas exactement identique entre la perception orthonasale ou la perception rétronasale. Déjà, le flux d'air arrive différemment sur notre épithélium olfactif. Vous voyez bien, orthonasal, rétronasal, on va balayer différemment le tissu sensible aux odeurs. Et puis on sait que lors de la rétro-olfaction, on va avoir automatiquement notre cortex gustatif qui va être activé. Donc on associe tout de suite des saveurs aux odeurs qu'on est en train, ou aux arômes qu'on est en train de percevoir. Et puis, des chercheurs ont démontré récemment qu'une même molécule odorante, si je vous la présente par voie orthonasale ou par voie rétronasale, vous allez la décrire différemment. Alors, pas toujours, mais dans certains cas, vous pouvez la décrire différemment, et notamment par rétro-olfaction, on utilise souvent des descripteurs qui sont liés à des aliments, ce qui paraît logique. Donc, vous voyez bien que ce sont deux voies de perception qu'il faut peut-être travailler de manière conjointe. Et comment travailler la rétro-olfaction ? Tout simplement, c'est une éducation au goût. Je trouve que c'est un geste, enfin une publication forte qui est sortie il y a peu. Alors, c'est une étude pilote, mais qui montre que l'éducation au goût, c'est-à-dire porter attention à nos différentes perceptions et à nos différents sens lors des repas et lors de la dégustation, augmente déjà nos performances, et notamment nos performances olfactives. Donc, lors de vos repas, vous pouvez vous focaliser sur la perception des arômes, puis la perception des saveurs, puis la perception des sensations. Et le fait comme ça de décortiquer un peu vos sensations permet d'augmenter l'acuité. Et puis bien évidemment, si vous entraînez par ortho-olfaction, vous allez quand même entraîner votre perception par rétro-olfaction. D'accord ? C'est toujours le même système olfactif qui est lié. Mais pour améliorer les performances en rétro-olfaction, il faut améliorer tout simplement la respiration rétronasale. Des chercheurs qui l'ont démontré, pour améliorer notre acuité en rétro-olfaction, il faut apprendre à respirer lorsqu'on est en train de déguster ou lors d'un repas. Donc tout simplement, avaler un petit peu d'air pour favoriser la rétro-olfaction. Donc ce travail, vous pouvez le faire très simplement lors de vos repas, bien sûr lors de la dégustation de vin, ou alors en travaillant avec des arômes alimentaires ou des sirops. Donc pour résumer et conclure pour ce soir, vous l'avez vu, on a tous potentiellement la possibilité d'améliorer notre acuité olfactive. Alors bien évidemment, des personnes qui présentent des troubles généraux d'olfaction qui sont dus à des affections graves du système olfactif auront peut-être moins de chance, mais potentiellement, on peut tous améliorer, entretenir notre acuité olfactive. C'est le cas des personnes qui présentent des troubles généraux de l'olfaction. Et dans un premier temps, si vous présentez ces troubles généraux de l'olfaction, vérifiez s'il s'agit bien d'olfaction. Est-ce que ma perception gustative est aussi touchée ? Est-ce que ma perception somesthésique est aussi endommagée ?
Et puis, je vous conseille de consulter un médecin spécialisé, un ORL spécialisé dans les troubles sensoriels qui pourra diagnostiquer l'origine de ce trouble et peut-être vous aider aussi dans la récupération. En parallèle, vous pouvez mettre, comme vous l'avez vu, en place un entraînement. S'entraîner par exposition répétée, alors tout simplement en utilisant des produits de votre quotidien, des épices, du café, du thé, du chocolat, mais vous pouvez aussi utiliser les coffrets d'arômes, vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles en les manipulant avec précaution et en les choisissant avec un spécialiste. Mais le tout est de choisir des odeurs différentes, des odeurs qui vous sont familières, pour pouvoir mobiliser aussi des souvenirs olfactifs. Donc au départ, je vous conseille de commencer avec le nom. Tiens, je vais sentir la lavande. Comme ça, vous pouvez mobiliser le souvenir que vous avez de l'odeur de lavande. Et puis ensuite, vous pouvez travailler à l'aveugle. Prendre des notes, c'est extrêmement important pour porter une attention particulière sur la tâche que vous êtes en train d'effectuer. Prendre des notes, c'est tout simplement, tiens, est-ce que l'odeur est agréable, désagréable? Est-ce qu'elle est intense ou non? Est-ce que l'exercice est facile ou non? Est-ce que cela correspond à ce que j'ai en mémoire? Etc. Vous pouvez travailler en complément avec l'imagerie mentale. Cela vous demandera bien sûr un petit peu d'entraînement pour maîtriser cette tâche si particulière, mais vous voyez que cela peut améliorer votre acuité. Et surtout, c'est un exercice qui va avoir une efficacité si vous avez une obstruction nasale. Par exemple, le nez bouché, ou alors, sans avoir le nez bouché, une inflammation des tissus de la muqueuse qui ne permet pas aux odorants d'aller stimuler votre épithélium olfactif. Dans ce cas-là, l'imagerie mentale va indirectement stimuler votre système olfactif. Donc toujours à mettre en place en parallèle d'un entraînement classique. Et puis après quelques semaines, vous avez vu 12 semaines, il y a quand même un intérêt à modifier l'entraînement et à cibler vos points faibles. Par exemple, j'ai des professionnels du vin qui me disent « bon, je me semble avoir récupéré, sauf pour des odeurs soufrées ». On appelle la réduction pour les vins. Donc dans ce cas-là, il y a un intérêt à se focaliser sur des odeurs soufrées pour améliorer son acuité. Pareil pour les parosmies que vous pouvez travailler. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas la rétro-olfaction. Et vous pouvez aussi travailler, porter une attention particulière sur vos perceptions gustatives et somesthésiques. Ça vous permettra de prendre toujours du plaisir lors de la dégustation ou lors de vos repas. Et puis, indirectement, cela va stimuler notre système olfactif puisqu'ils sont tous mobilisés lors de la dégustation ou lors des repas. Alors l'entraînement, ce n'est pas toujours évident de le suivre seul. Si vous en ressentez le besoin, il y a des personnes qui peuvent vous accompagner. C'est le cas par exemple des orthophonistes qui se sont engagés pendant la crise sanitaire sur la rééducation olfactive. Et là, il y a un suivi médical en lien peut-être avec des ORL et un diagnostic aussi de vos fonctions cognitives. Alors pour l'amateur, voici les préconisations. Choisir déjà un lieu calme, mais c'est la même chose pour une personne présentant des troubles de l'olfaction. Le but est toujours de travailler avec attention, avec la prise de notes. On peut aussi fermer les yeux. On sait que fermer les yeux va augmenter l'activité de notre cortex olfactif, mais aussi de notre cortex gustatif. Et puis pour l'entraînement, bien évidemment, commencer par des choses simples, mais passer assez vite au vin pour vous entraîner à mettre des mots sur des perceptions qui sont un peu plus complexes. Encore une fois, il est important de connaître ses points forts, ses points faibles pour prendre confiance. Vous allez voir une amélioration. Ça va vous permettre de prendre confiance et puis adapter l'entraînement si vous avez des points faibles. L'importance aussi d'être guidé et de partager ses perceptions, je pense que vous l'avez compris. Pour l'amateur, c'est peut-être le plus important. Ça lui permettra de mémoriser au mieux ses sensations. Pour terminer avec le professionnel, le plus important pour moi est en fait que le professionnel se connaisse mieux, qu'il connaisse ses points forts, ses points faibles. En connaissant ses points forts et ses points faibles, on comprend mieux son jugement en dégustation, on comprend mieux en quoi il diffère par rapport aux autres dégustateurs. Et bien évidemment, si l'on a des points faibles comme des anosmies spécifiques ou hyposmies spécifiques, on peut s'entraîner. L'intérêt est ici surtout de maintenir son acuité. On sait que si on arrête l'entraînement, au bout de 6 mois, on peut reperdre sa sensibilité à certaines odeurs. Donc vous voyez que comme un sportif qui s'entraîne quotidiennement, comme un musicien ou un parfumeur qui font des gammes, le professionnel du vin a un intérêt à réaliser un entraînement régulier.
Et pour finir, vous l'avez vu, sentir, déguster mobilise des fonctions cognitives. Donc ce sont des bons exercices et des exercices plutôt sympathiques pour stimuler votre mémoire. Et en vous entraînant d'un point de vue olfactif, vous allez renforcer une des dimensions émotionnelles liées au vin. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Merci à tous. Merci Sophie de cette très très belle conférence, d'une richesse incroyable. Vous êtes nombreux, hein. Vous êtes très nombreux, donc il va y avoir sans doute beaucoup de questions. Vu le sujet, je crois que essentiellement Sophie a parlé de vous a parlé, hein, et j'imagine que vous avez ressenti beaucoup de choses. Alors, bien entendu, j'ai quelques questions déjà sur le Zoom, mais peut-être une ou deux questions déjà dans la salle. Je suis obligé de les répéter, hein, pour que tout le monde l'entende à distance. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de micro, c'est moi le micro. C'est toujours la première, oui. Merci Eric. Merci pour cette belle conférence. Les appareils scientifiques sont de plus en plus sensibles et performants et on entend parler de nez électronique. Alors bien sûr, ça ne remplacera pas le plaisir qu'on a à déguster le vin, mais qu'en est-il du nez électronique comparé au nez extraordinaire que possèdent certains dégustateurs? Non, tu me laisses parler, oui, 2 secondes. Je suis obligé de répéter la question, hein, donc, pour le distanciel. Donc, la question porte sur finalement l'avancée des machines, hein, dans les laboratoires et notamment donc l'avancée des nez électroniques. Peuvent-ils remplacer le nez humain ? Alors peut-être que dans ma question, je ne serai pas totalement objective. Vous avez vu que je me passionne quand même pour l'odorat, mais j'ai mes collègues chimistes qui m'aident quand même à rester cadré sur ces questions. Je pense que ce sont 2 outils complémentaires, mais en tout cas, on ne peut pas se passer de la dégustation et du nez humain. Les analyses physico-chimiques doivent être confirmées à chaque fois par la dégustation. Notamment, vous l'avez vu, d'un point de vue sensibilité, de temps en temps, l'homme est plus sensible que la machine. C'est le cas pour certains défauts. On a des défauts, alors c'est des défauts peu courants dans les vins, mais on a un défaut où des dégustateurs sont capables de le percevoir à des concentrations de l'ordre du picogramme par litre, alors que 10-12 grammes par litre, pour parler à tout le monde, alors que nos machines sont à la dizaine, la trentaine de nanogrammes par litre. Donc vous voyez, dans ce cas-là, le professionnel, le dégustateur et l'amateur sont irremplaçables. Et on l'a vu tout à l'heure, la capacité de discrimination des odeurs est extrêmement puissante pour notre nez. Je crois qu'aucun outil, aucun nez électronique actuellement n'est capable de discriminer autant de composés odorants. Une autre question ? N'hésitez pas, allez-y. Pardon, merci, oui. Sophie, attends. Alors, la question porte sur, évidemment, l'anosmie en lien avec la Covid et l'espoir que l'on peut récupérer 100% ou pas de sa sensibilité. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a la récupération et le taux de récupération. Donc, pour la récupération, dans les études qui sont sorties, on a à peu près 95% des personnes qui récupèrent. Donc, vous voyez, les chances de récupération sont fortes. Et dans les personnes qui n'ont pas récupéré, il y a peut-être d'autres troubles cognitifs qui peuvent être associés. Dans le taux de récupération, c'est très difficile à dire, puisque dans toutes les études qui ont été réalisées, et nous c'est la même chose avec les professionnels du vin que l'on rencontre, avec nos étudiants, nous n'avons jamais fait de mesure avant. Mais ce que l'on peut voir, en tout cas, ça c'est plus l'expérience, c'est que quand je discute avec mes étudiants, quand j'entraîne mes étudiants qui ont eu des troubles généraux de l'olfaction, ils ont toujours un moment où ils se disent « tiens, j'ai récupéré, mais il manque de confiance ». Et quand on fait des tests très précis, on se rend compte qu'ils ont très bien récupéré, mais qu'en plus, ils sont au-dessus de la moyenne d'un point de vue des performances.
Je pense que le fait de prêter quotidiennement attention aux odeurs, à leur perception olfactive, va quand même améliorer leur acuité. Alors Sophie, toujours sur l'entraînement, une question donc à distance. Est-ce que l'entraînement de l'odorat passe nécessairement par l'utilisation d'une sémantique standard, comme par exemple le chant des odeurs de Jaubert? Alors, au départ, je pense que dans l'entraînement olfactif, comme dans la dégustation, il faut décomplexer les personnes et on peut passer par une sémantique qui est très personnelle. On peut passer par les émotions et puis chacun ensuite exprimer son ressenti. Mais au bout d'un moment, il va falloir communiquer les uns avec les autres et mettre des mots communs sur des perceptions différentes. Par exemple, l'odeur végétale dont je vous ai parlé tout à l'heure, certains auraient pu percevoir le petit pois, le bâton de réglisse, la feuille de lierre, mais il va falloir s'entendre sur une sémantique et dire c'est le poivron vert pour la majorité de la population. Vous pouvez garder dans un coin de votre tête c'est le bâton de réglisse. Simplement, quand vous allez communiquer avec les autres, vous allez faire une petite gymnastique et utiliser le terme commun pour qu'on puisse discuter de l'odeur que l'on perçoit ou du vin qu'on est en train de déguster. Pour apprendre à différencier deux vins, peut-on s'entraîner par exposition répétée à ces deux vins? Ou alors faut-il passer par un entraînement sur des composés odorants simples? Les deux. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition. Tout est bien pour entraîner son odorat. Le passage par des odorants simples va faciliter l'apprentissage au départ. Et puis, comme je vous l'ai dit, il va falloir ensuite passer au vin. Pour l'exposition répétée, on sait que le fait de sentir un vin parmi les deux que l'on souhaite différencier va améliorer nos capacités de discrimination. C'est des chercheurs américains qui l'ont démontré. En quelques minutes, vous sentez de manière répétée un vin, vous allez modifier vos capacités sensorielles et réussir à mieux les discriminer. Donc je pense que ce sont deux apprentissages qui apportent des choses différentes aux dégustateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, merci. Alors, la question est un peu large et elle se préoccupe de l'entraînement perceptif avec des flacons notamment. Hein. Donc, quelle est finalement la méthode? Faut-il avoir de nombreux flacons? Faut-il répéter ces flacons? Faut-il ouvrir? Sophie, je te laisse répondre tout en haut. Alors en fait, tout dépend si vous êtes dans le cas de troubles généraux de l'olfaction ou plutôt l'amateur de vin ou le professionnel du vin. Dans le cas de troubles généraux de l'olfaction, il faut choisir 4 odorants à peu près. Il ne faut pas saturer. On peut en choisir 5 si on souhaite, mais rester sur un nombre assez faible avec des qualités différentes et avoir un entraînement quand même sur plusieurs mois. Parce que là, on va travailler sur des phénomènes physiologiques. On va tenter de régénérer nos neurones olfactifs, par exemple. Donc là, il faut perdurer sur le set d'odorants que l'on a choisi et au bout de ces 12 mois, par exemple, ou 2 mois, si on voit qu'il y a une bonne récupération, on peut changer pour justement cibler nos points forts, nos points faibles. Dans le cas de l'amateur de vin ou du professionnel, là, on peut multiplier les odeurs, on peut les changer tous les jours parce que le but est peut-être la mise en mots, de réussir à mettre des mots sur nos perceptions. Donc vous pouvez vous faire des tests à l'aveugle avec de multiples odorants. Bien évidemment avec des petits flacons, mais utilisez aussi les produits du quotidien. C'est souvent l'odeur qui est la plus proche de celle que l'on a en mémoire, de la réalité, hein, tout simplement. Dans les petits flacons, il y a des odeurs de très bonne qualité, des odorants de très bonne qualité, mais de temps en temps, des reconstitutions qui sont des odeurs proches du naturel, mais pas totalement naturelles. Et donc, utilisez les produits de votre quotidien pour améliorer votre répertoire olfactif. Après, les mélanges odorants, ça ne sert à rien de faire des mélanges odorants puisque les odeurs de nos quotidiens sont des mélanges odorants déjà. Quand on dit mélange odorant, c'est un mélange de molécules odorantes. Donc si je prends du clou de girofle ou si je prends du poivre dans ma cuisine ou encore du thym, je suis sur une odeur complexe, un mélange d'odeurs.
Donc, en travaillant avec des produits naturels, vous êtes confronté aussi à des mélanges aussi complexes ou, en tout cas, de manière équivalente au vin. Alors, évidemment, dans une conférence comme celle-ci, il y a toujours la question qui est posée. Les hommes et les femmes ont-ils les mêmes capacités olfactives ? Alors, on pourrait faire un sondage. En fait, on retrouve un petit peu de tout dans la littérature. Il y a des études qui montrent effectivement des différences et d'autres aucune différence. Mais en fait, c'est très dépendant du jeu d'odorants utilisé dans ces études. Quand on trouve des différences, elles sont toujours en faveur des femmes, mais ce sont des odeurs qui sont liées à la communication hormonale. Et pour des odeurs de notre quotidien, on ne voit pas de différence entre les hommes et les femmes. Alors, le débat reste ouvert puisqu'il y a des chercheurs brésiliens qui ont montré quand même des différences d'un point de vue neuroanatomique. Les femmes auraient un bulbe olfactif comportant plus de cellules. Bien évidemment, ce sont des études post-mortem, donc dans l'impossibilité de revenir aux capacités initiales de ces personnes. Donc la question reste ouverte, mais je crois que vous le voyez dans votre quotidien, il y a des très grands parfumeurs hommes-femmes, des très grands œnologues hommes-femmes, etc. Les sommeliers, c'est la même chose. Donc l'entraînement va lisser toutes ces différences interindividuelles. Même l'âge, on peut compenser la perte de l'âge par un entraînement. D'autres questions ? Oui, s'il vous plaît. Donc la question autour de l'émotion, autour de l'état émotionnel du dégustateur. Sophie ? Oui, effectivement, il y a quelques études qui ont été réalisées, beaucoup dans le domaine de la psychologie, qui montrent qu'en fonction de notre humeur, de notre état émotionnel, on a une perception olfactive différente. Dans le cas de la dégustation des vins, ce sont des travaux qui sont en cours. Donc, comme je vous l'ai dit, ma doctorante Inès Eulalie qui va aussi travailler sur l'influence de l'état émotionnel du dégustateur sur ses perceptions. Donc, effectivement, c'est un facteur qui est extrêmement important. Et une personne qui présente des troubles de l'olfaction et qui peut être dans un début de dépression, elle aura besoin d'accompagnement pour que l'entraînement soit le plus efficace possible. 2 ou 3 petites questions techniques. Le fait de grumer, c'est-à-dire de rentrer un filet d'air dans la bouche, peut-il améliorer la perception du vin ? Le fait de grumer, en tout cas, améliore la rétro-olfaction. Donc, on l'a vu tout à l'heure, pour améliorer nos performances par rétro-olfaction, c'est cette respiration rétronasale qu'il faut entraîner. Et donc, grumer le vin est essentiel si on veut améliorer notre rétro-olfaction. Le fait de s'entraîner très tôt à la dégustation augmente-t-il les capacités olfactives ? Très tôt dans l'enfance ? Très tôt, j'imagine, oui. Pas trop tôt, mais... Alors, je n'ai pas d'études en tête, mais on sait que dans notre plus jeune âge, alors d'un point de vue olfactif, on va sortir du monde du vin, mais d'un point de vue olfactif, on a une période où on est encore plus plastique d'un point de vue de l'olfaction. Donc, plus on s'entraîne jeune, plus effectivement, on va en tout cas façonner notre mémoire olfactive, enrichir notre répertoire d'odeurs et donc plus tard mettre en œuvre ces capacités peut-être dans la dégustation. Et finalement, la personne qui pose la question s'intéresse à la dimension hédonique des odeurs et notamment en lien avec l'entraînement. Est-ce qu'un composé odorant qualifié comme mauvais, alors la question n'est pas tout à fait finie, mais peut-on aider à apprécier finalement cette odeur ou pas ? Est-ce qu'il y a des points là-dessus ? Oui, totalement. C'est toujours l'entraînement par association dont on a parlé tout à l'heure. Quand on présente une odeur et quand on lui donne une signification, elle peut être positive et négative et on va modifier notre perception hédonique. Donc, il y avait une étude qui était assez intéressante sur ce sujet où des chercheurs présentaient une odeur. Alors, c'est une odeur qui est... c'est un composé que l'on retrouve dans le fromage. Il le faisait sentir à des sujets et une fois il leur disait tiens c'est l'odeur du parmesan et une autre fois c'est l'odeur du vomi. Et effectivement elle a ces 2 composantes cette odeur. Et
en fonction du descripteur qu'il donnait pour la même odeur, la perception hédonique des sujets était totalement modifiée. On a une modification de l'activité cérébrale, mais en plus une réponse hédonique qui va être modifiée. Ça vous paraît logique, mais ça va être la même chose pour des odeurs de votre quotidien. Si je vous présente le clou de girofle et je vous dis c'est soit l'odeur du dentiste, soit les oranges piquées de clou de girofle à Noël, je vais aussi impacter votre perception hédonique de l'odeur. Donc dans l'apprentissage, le terme et sa connotation hédonique ont une importance et peuvent renforcer ou non l'entraînement. Merci. Vous voyez que c'est passionnant et que Sophie vous invite par toutes ces informations, évidemment, à venir à l'ISVV vous former. Hein. C'est évidemment la meilleure façon. Il nous reste... Merci. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que des questions dans la salle? Allez-y, posez-les. Vous avez une chance folle. Vous avez Sophie en face de vous. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, oui. Attends. Toujours une question. Donc, une personne qui a été touchée par l'anosmie post-Covid. La question, c'est là. Évidemment, la récupération a eu lieu, mais maintenant, il y a une certaine saturation rapide. Est-ce que ça peut aussi se travailler? Est-ce que, Sophie, tu peux faire quelque chose? Alors, merci pour votre témoignage, parce que je pense que beaucoup de personnes sont confrontées à cette fatigue olfactive ou ces effets de saturation après un temps de récupération. C'est tout à fait normal. Et donc ça, déjà, ça doit vous rassurer. Imaginez un sportif qui revient de blessure, il va peut-être se fatiguer plus rapidement lors d'un match, par exemple, et vous êtes le sportif qui revient de blessure. Il va falloir continuer l'entraînement. Donc je ne sais pas si vous l'avez fait perdurer ou non, mais il va falloir le remettre en œuvre pour essayer justement de réhabituer votre système olfactif à travailler de manière continue et longue. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, merci beaucoup. Est-ce que l'hypnose peut servir à s'entraîner? Alors, dans la salle, il y a des personnes qui pourraient vous répondre mieux que moi, qui sont spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste. Il y a des témoignages, effectivement, de personnes qui utilisent l'hypnose. Je n'ai pas vu d'études sur des grandes cohortes, mais pourquoi pas? Ça, voilà. Je pense que c'est une question auquel je ne peux pas répondre, car je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là. D'autres questions? Non? Vous voulez partir? Vous en avez assez? Très bien. Dernière chance, une question? Non? Alors, ce qui est agréable, c'est de voir évidemment beaucoup d'étudiants, et je suis sûr qu'en Zoom, il y a beaucoup d'étudiants, puisque c'est aussi le moyen de revoir, je dirais, ses bases, ses connaissances, mais aussi d'apprendre beaucoup sur l'olfaction. Encore un grand merci, Sophie, vraiment, de cette intervention. Ça a été formidable. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que certainement cette conférence prend du temps à préparer, avec toutes ces références scientifiques, hein, ça a été un travail formidable, mais je suis sûr que ça t'apporte beaucoup de voir ce public en face de toi et cette attente que nous avions tous à t'écouter. Merci encore. Donc rendez-vous pour les Vendanges du Savoir, au-delà de toutes les annonces, bien sûr, de la Cité du Vin. Hein. Les Vendanges du Savoir, la prochaine fois, ça sera la littérature. Et ça sera le 15 mars avec notre collègue Camille Rodic. Donc rendez-vous le 15 mars au soir pour la nouvelle conférence des Vendanges du Savoir. Caroline, à toi la parole. Oui, merci à tous d'être venus ce soir. Donc on vous attend sur nos prochains événements. Donc on a jeudi un afterwork dégustation vin et fromage. Il reste quelques places pour 20h30, la session de 20h30. Et on a surtout un colloque, la 3e rencontre vin et santé, donc de 10h à 17h. Samedi, qui va être passionnante, qui est gratuite. Il reste encore quelques places. Et puis voilà, les événements, après, c'est des ateliers. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.